Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Tous les samedis matins jusqu'à 10h, on parle de votre logement avec l'équipe de Radio IMO et son fondateur Sylvain Lévy-Valency. Salut Sylvain. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. On parle de quoi aujourd'hui ? On va parler de Paris, la région parisienne. Est-ce qu'on peut encore se loger à Paris ? Parfois grosse galère, même très très grosse galère. C'est la question que je vais poser à Olivier Principal, qui est le président de la FNAIM du Grand Paris. Exactement, on va aussi écouter tous ceux qui nous laissent des messages avec Bérénice de Villefloriot au 0826 300 300. Vous avez un problème, ça vous concerne, on est là pour vous aider Sylvain. Absolument, et nous discuterons d'ailleurs sous location avec notre expert avocat. On se demandera d'ailleurs quoi faire. Et enfin Jean-Marie, tout à l'heure, Grégoire nous présentera ses bien coups de cœur de la rédaction. Cette semaine, nous irons au Sable d'Olonne, direction Limoges et Bizanos. Ah, exactement, il y a des affaires à faire là-bas. Tout de suite, on commence par les infos de la semaine à retenir. C'est avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour Bérénice. Bonjour. On va commencer avec la baisse des prix immobiliers, peut-être un bon signe. Oui, certains vont se réjouir. D'après les indices notaires INSEE, la baisse des prix immobiliers en France pour le troisième trimestre 2023 est de 1,8% par rapport à l'année dernière pour la même période. Les prix des maisons diminuent de 1,6% et les prix des appartements diminuent de 2%. Donc les appartements diminuent un tout petit peu plus. Je précise que ces chiffres ne concernent pas les logements neufs qui sortent de terre. Et attention, c'est une moyenne des prix dans toute la France, hors Mayotte. Évidemment, il y a des disparités quand on regarde dans le détail dans certaines villes. Mais sachez que cette baisse globale des prix immobiliers français, c'est une première depuis 2015. Jusqu'en juin dernier, les prix continuaient de grimper. Il a fallu attendre ce troisième trimestre pour qu'il commence enfin à baisser. On apprend également cette semaine que l'apport moyen pour acheter un logement explose en France, Bérénice. Oui, s'il y a encore 24 mois, nous pouvions acheter un appartement ou une maison sans apport auprès de la banque pour obtenir un crédit immobilier. Ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. Bien au contraire, l'apport moyen est estimé à 72 000 €. Ça, c'est France entière. En Ile-de-France, cet apport moyen pour obtenir un crédit atteint 272 000 €. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'apport est de 90 000 €. Viennent ensuite la Bretagne, les Pays de la Loire et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où l'apport moyen tourne autour de 85 000 €. On retombe environ à 50 000 € en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Enfin, la plus forte hausse de l'apport concerne les Hauts-de-France, avec un apport personnel moyen qui passe de 31 000 à 76 000 € en un an. C'est énorme, comment ça se fait ? Deux choses. Alors, il y a évidemment les banques qui sont plus exigeantes, ça on le sait. Après, ça varie en fonction des profils, mais de manière générale, il faut en moyenne 20% d'apport, voire 30% pour décrocher un crédit immobilier. Mais ce qui se passe aussi, c'est que comme les taux ont bien remonté depuis juillet 2022, emprunter de l'argent, ça coûte cher. Donc, les Français essayent d'emprunter le moins possible. Pour ça, ils mobilisent toute leur épargne. Alors, certains ont la chance d'avoir aussi une aide de leur famille. Après ça, hélas, c'est pas le cas pour tout le monde, faut pas oublier. Et alors, pour la région Île-de-France, où l'apport moyen est désormais de 272 000 €, ce qui se passe, c'est que ce sont des Français déjà propriétaires qui achètent. On appelle ça les secondo-accédants, c'est-à-dire des personnes qui vendent leur appartement, leur maison, soit pour acheter un logement plus grand, quand la famille s'agrandit par exemple, ou un logement plus petit, quand les enfants ont décidé de quitter le foyer par exemple. Donc ils utilisent une partie de l'argent de la vente de leur logement pour l'apport du crédit qui servira à acheter leur prochain logement. Alors ça c'est pour l'apport, mais pour les autres conditions, si on veut devenir propriétaire, je suppose qu'il faut très bien gagner sa vie. Eh bien oui, le courtier Finance Conseil a publié des chiffres cette semaine à ce sujet. Pour emprunter 300 000 €, par exemple, un ménage doit désormais gagner environ 5 300 € par mois. Il faut savoir que c'est 1 000 € de plus qu'il y a un an, donc c'est une augmentation de 23%. C'est énorme pour les ménages français. Je rappelle que le salaire médian en France est de 2 000 €. Donc même avec ce salaire, on ne peut pas emprunter 300 000 € et il y a beaucoup de Français, il faut le dire, qui gagnent moins que 2 000 €. Alors, on va finir avec une propos insolite, comme chaque semaine, un peu marrante. Oui, comme ça coûte cher maintenant, l'immobilier, les taux surtout. Je vous propose d'acheter un charmant bunker de la Première Guerre mondiale. Un bunker, c'est pas une blague. Qui a été construit en 1915. Alors, il est situé à Montdidier dans la Somme. Sa superficie est de 80 mètres carrés. Alors, désolé, Jean-Marie, ça va être compliqué de le transformer en loft. Mais si vous êtes un passionné d'histoire, sait-on jamais, ça peut vous intéresser. C'est un lieu chargé d'histoire, puisque il se situe sur la ligne de front issue de la retraite des troupes françaises lors de la bataille de la Somme. Petit cours d'histoire d'ailleurs, interro, bataille 1916. De la Somme, quelle année ? Mais vous êtes incroyable, Jean-Marie. Vous m'épatez chaque jour. Elle nous a opposés avec nos Français, avec nos alliés britanniques aux Allemands. Et bref, ce bunker coûte 45 000 €. Il a été mis en vente par des agents immobiliers bretons spécialisés dans la vente de biens atypiques. Exactement. Comme ça, on peut aussi s'abriter des colères de Sylvain Lévy-Valency quand si vous avez une question, vous allez voir Jean-Marie. Exactement. Il a réponse à tout. Exactement.
Exactement, allez à suivre sur Sud Radio. Restez avec nous, on va continuer à parler de votre logement, mais direction la région où ça coûte le plus cher, l'Île-de-France. Est-ce qu'on peut encore s'y loger? C'est ce que Sylvain Lévy-Valency va demander à son invité. À tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. On continue à parler de votre logement avec toute l'équipe de Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency, direction l'Île-de-France avec votre invité. Absolument. Bonjour Olivier Principal. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes le président de la FNIM du Grand Paris, c'est un syndicat qui représente environ 1200 professionnels de l'immobilier. Vous êtes la plus forte puissance syndicale qui regroupe les métiers de l'immobilier. La question qu'on va vous poser, je sais qu'on vous la pose régulièrement, c'est est-ce qu'on peut encore vraiment se loger à Paris ou c'est totalement illusoire? C'est une excellente question et c'est compliqué. C'est compliqué parce que le marché parisien a toujours été très tendu. On a toujours en image les files d'attente interminables dans les cages d'escalier quand on vient louer un logement. Aujourd'hui, il n'y a même pas de file d'attente puisqu'il n'y a plus rien à louer sur le marché parisien. On a un phénomène de blocage. Les locataires restent chez eux, personne ne bouge. Faute, bien évidemment, et on le disait à l'instant, à la possibilité d'accéder au crédit. Et donc, du coup, acheter un logement qui est déjà très cher malgré un réajustement des prix devient plus qu'un parcours du combattant, on est vraiment sur un marché bloqué. Alors, marché bloqué, et si on se penche d'ailleurs sur l'évolution des prix en Ile-de-France, on se rend compte qu'ils ont augmenté de 12,9% en 5 ans. Pas exactement aussi l'évolution des salaires, plus 7,3 à Paris, 12,3 dans les Hauts-de-Seine, 17,2 en Seine-Saint-Denis, mais on observe quand même une baisse graduelle depuis un an, très latente, qui est de 2,4% en moyenne en Ile-de-France. Est-ce que cette tendance, Olivier Principal, pour relancer le marché parisien, qui est un marché finalement totémique, très iconique, c'est la pression finalement qui va faire descendre les prix, ou est-ce qu'on a des vendeurs qui vont finalement à un moment donné jeter l'éponge et dire bon ok, on va absorber une baisse, et si cette baisse il y a, à votre avis, si vous faites des projections, elle sera de combien? Alors, on avait déjà cette baisse qui était constatée dans les volumes depuis 3 ans. Sur Paris, spécialement, les volumes baissent depuis 3 ans et on assiste à un réajustement du marché. Pourquoi depuis un an? Depuis un an, les taux d'intérêt ont été multipliés par plus de 4. Aujourd'hui, on parle d'un taux d'usure qui monte à 6. Même si on a une stabilité des taux d'intérêt, s'il y a une augmentation des taux d'intérêt, il y a automatiquement une baisse des prix. Donc on est sur un réajustement qui est logique. Et je pense qu'il est attendu, ce réajustement, parce que comment juguler l'augmentation des prix si on ne construit pas suffisamment de logements pour régler le problème du prix? C'est les taux d'intérêt qui s'en chargent. On essaye néanmoins d'avoir des gens qui puissent acheter des logements, parce que c'est quand même compliqué. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est trouver un appartement à Paris, c'est quasiment mission impossible en location. Surtout que la concurrence, je sais qu'on vous la pose aussi régulièrement, d'Airbnb est très présente, même si les mesures de la municipalité tentent à essayer de juguler ce phénomène. C'est un vrai sujet. Notamment les mesures contre les passoires thermiques. Les loyers des prix au mètre carré sont très élevés. Ça va quasiment de 25 € jusqu'à 45 € du mètre carré, ce qui est très élevé. Le marché parisien est un véritable cauchemar. Comment on peut, et est-ce qu'on peut, juguler cette inflation de la location saisonnière? On le voit d'ailleurs même avec les JO de 2024, où on voit même des propriétaires anticiper le fait de ne pas mettre leurs biens en location dans le but de spéculer sur cette période. Est-ce que, à votre avis, vous avez, vous, en tant que professionnel, mais aussi engagé politiquement sur le plan syndical, des marges de manœuvre pour essayer peut-être de juguler cela? Est-ce que l'autorité, est-ce que la municipalité, est-ce que l'État peut faire encore quelque chose? Alors, vous avez raison, la mairie de Paris a toujours été précurseur pour essayer de juguler la problématique de la location touristique dans cette ville particulière, qui est une ville-monde. Elle y arrive? Pardon ? Elle y arrive. On y arrive, mais je crois que le gouvernement, dans un amendement qui a été pris il y a quelques jours, prévoit de réaligner la fiscalité qui était extrêmement avantageux sur la location touristique. Donc du coup, il va y avoir un réalignement de la fiscalité pour la coller à celle de la location nue, pour éviter ces dérèglements. Puis il y a un sujet aussi extrêmement important, c'est qu'on impose une réglementation énergétique, une performance pour les locations nues ou meublées classiques, et on n'impose pas ces obligations sur les locations touristiques. Donc il y a besoin d'un alignement réglementaire pour arriver à juguler les dérives, et c'est vrai que les centres-villes se vident de locations longue durée, et donc du coup ça accentue
dessus la crise du logement. Donc ça avance. Alors il y a un paradoxe à Paris, c'est que Paris perd des habitants de façon continue, environ 10 000 habitants chaque année depuis 10 ans. Paris a perdu 100 000 habitants et pourtant on voit quand même une pression sur les prix et sur l'immobilier sans précédent. 35% d'appartements dans le diagnostic, parce que vous avez fait allusion à l'énergie, dans le DPE, le diagnostic de performance énergétique, 35% c'est F et G. C'est juste énorme. Il y en a 20% dans les Hauts-de-Seine, 15% dans le Val d'Oise. On rappelle que ces appartements seront interdits à la location au 1er janvier 2025 pour les G et au 1er janvier 2028 pour les F. C'est demain. Déjà, aujourd'hui, c'est une année, une galère pour les étudiants, les nouveaux actifs d'arriver dans Paris. Il y en a même qui renoncent, puisque Bérénice, chez nos confrères de BFM Business, a fait allusion à des personnes qui ne signeront pas leur contrat à durée indéterminée à cause du logement, 35% au niveau national. À Paris, c'est une tannée. Le logement reste le seul facteur d'inclusion sociale et économique. Donc on en a tous besoin, nos concitoyens en ont besoin. La problématique de ce calendrier de rénovation énergétique, et on a tous besoin de cette transition écologique, personne ne peut le renier. Nous, ce qui nous pose problème, c'est qu'on parle des F et des G, c'est bien, mais on a aussi une interdiction de location qui va toucher les logements classés E au 1er janvier 2034. Donc c'est demain, c'est dans 10 ans, à l'échelle d'une rénovation énergétique, et les 2/3 des logements parisiens seront frappés d'une interdiction de location. On a une idée des volumes ? Mais les 2/3. Les 2/3. Les 2/3, enfin je veux dire... Est-ce que ça veut dire que ceux qui seront en cours de location vont devoir partir parce qu'il n'y a pas les travaux ? C'est une discussion. Alors, je peux vous dire qu'on ne lâche pas le gouvernement et les pouvoirs publics avec cette problématique. Déjà, les outils ne sont pas à disposition pour arriver à remplir cette obligation de calendrier. 2/3 des logements à rénover en 10 ans dans Paris, c'est impossible. On peut mobiliser tout ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Donc il y a un sujet d'ajustement réglementaire, bien évidemment. Et nous, on pense au discours qu'on va avoir avec nos concitoyens. Si vous pensez sérieusement que je vais dire à mes locataires, ou que mes confrères vont dire à nos locataires, 1er janvier 2025, vous allez dehors parce qu'on n'a pas réussi le pari de la transition écologique, il est hors de question qu'on mette les gens à la rue. On est là pour apporter notre pierre à l'édifice. Bien sûr. Et donc la pression qu'on met sur le gouvernement, elle est là aussi pour faire des ajustements. Il y a des textes qui sont mal rédigés. Alors, je suis locataire je suis locataire. Au 1er janvier 2025, je suis toujours locataire d'un appartement qui, normalement, ne devrait plus être loué. Parce que mon propriétaire n'a pas fait les travaux. Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien écoutez, attendez que les choses se règlent. Non, on a des propriétaires qui attendent des solutions de financement pour pouvoir accompagner une rénovation. Mais aujourd'hui, on a une imposition de règles, mais on n'a pas les moyens pour les bailleurs. Si par exemple un propriétaire veut prendre son logement pour y faire des travaux, il n'a pas le droit de donner congé à son locataire, c'est-à-dire le faire partir pour pouvoir réaliser les travaux. Ça veut dire obligatoirement faire des travaux en milieu occupé. Mais est-ce qu'il doit le reloger à ses frais, le propriétaire, s'il veut faire les travaux ? À ce stade, c'est pas du tout prévu. Ce qui nous pose problème, c'est la crainte d'avoir une masse de locataires qui viennent au 1er janvier 2025 dire à leur propriétaire mon logement est indécent, indemnisez-moi. Et donc du coup on est en train de travailler avec le gouvernement pour leur imposer de réguler ou de modifier les textes en disant que toute location à compter du 1er janvier 2025 doit respecter la réglementation, mais il faut décorréler cette problématique, on va pas y arriver. Le 4 et le 5, vous avez le congrès national de l'immobilier qui s'appelle IMO, le congrès national, vous avez changé de nom, c'est au Carrousel du Louvre, et le ministre du Logement, Patrice Vergret, va venir mardi prochain, c'est bien cela. Tout à fait, on l'attend. Alors, on lui a posé la question, je lui ai posé la question lors de 2 interviews successives, il n'a pas l'air enclin à négocier le moindre moratoire possible. Non. Il ne veut pas revenir sur le calendrier. Mais comment vous allez faire, vous les professionnels ? Écoutez, nous, on va mettre en place tous les moyens possibles pour assister nos clients à réussir cette transition écologique et à limiter les risques. D'accord ? C'est-à-dire que la solution, on ne l'attend pas des pouvoirs publics, on l'attend du terrain, et en réalité, on construit des partenariats avec les fédérations de bâtiments, avec les fédérations de banques. Vous n'y arriverez pas, je veux dire, vu l'ampleur des volumes. On n'y arrivera pas quand on sera à la dernière minute, on verra où on en sera. Et je pense que le ministre est aussi dans cette disposition. Il nous a dit, je n'envisagerai pas de changer le calendrier tant qu'on n'aura pas mis en place toutes les solutions possibles à la dernière minute. Donc, on croit dans cette capacité à s'adapter, mais on garde quand même une pression de réalisme auprès du gouvernement pour qu'on ne se retrouve pas à amplifier cette crise. C'est très clair, et effectivement, il va vraiment falloir se poser cette question, c'est comment on fait pour loger les Français. À l'échelle nationale, on va passer à l'échelle nationale. Vous vous rappelez, le gouvernement avait planché, vous savez, sur le CNR, vous savez, le Conseil national de la refondation. Voilà, ce Conseil national de la refondation qui a accouché d'une grenouille, bien évidemment, parce que vous avez été très déçus des résultats.
après une centaine de réunions, 8 mois de concertation. Bref, de qui se moque-t-on? Alors, sur les investisseurs immobiliers particuliers, vous avez promu l'idée du statut du bailleur privé, une mesure qui apparaît extrêmement équitable, depuis que vous avez subi une inflation normative sans précédent, plus le matraquage fiscal sur les petits propriétaires. On en est où, justement, sur est-ce que ce statut, qui permettra de gagner un peu de pouvoir d'achat pour le propriétaire, justement pour financer les travaux, est-ce que ça avance bien? Est-ce que vous espérez que dans le projet de loi de finances, ça verra le jour? Alors, de l'espoir, on en a toujours, bien évidemment. De la détermination, on en a aussi. Si vous voulez, on a des idées pour accompagner le gouvernement. Si on n'a plus de bailleurs privés, on ne loge plus personne. On a des taxes foncières qui explosent. Dans Paris, c'est plus 52%. Les contraintes sont uniquement sur les propriétaires. Et à un moment donné, on peut pas faire de la transition écologique, obliger à rénover le logement, avoir une fiscalité qui est pas attractive. Donc, on a proposé avec la FNAIM de mettre en place un système type amortissement, comme n'importe quel acteur économique, un amortissement du prix du bien, et même des sujets plus vertueux. Au lieu de mettre des systèmes d'encadrement des loyers, on propose par exemple d'avoir un petit avantage fiscal pour les logements qui sont loués moins cher. Donnant, quoi. Mais finalement. bien sûr, mais en oui. réalité, pourquoi contraindre incitation plutôt que coercition. Incitatif, voilà. Donc nous, on est plutôt dans cette disposition-là pour accompagner les propriétaires. Vous avez très bien fait de le dire. Un propriétaire a en moyenne moins de 2 logements, donc ce sont des personnes qui achètent et qui investissent pour leur avenir. C'est des commerçants qui ont besoin de compléments de retraite. Alors justement, on va parler des investisseurs privés, des bailleurs privés, notamment les bailleurs privés. Vous confirmez le chiffre, plus de 62% des locataires du parc privé locatif seraient éligibles au logement social. Donc les bailleurs privés ont une fonction sociale éminente finalement, quelque part. Sans les bailleurs privés, le bailleur social... De toute façon, le logement social sera jamais la solution pour loger les Français. Alors, devant ce ras-le-bol fiscal, ce matraquage que le gouvernement a mené depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui est pas franchement fan de l'immobilier, ah bon on se demande si on va pas tout droit dans le mur. Question. Est-ce que vous craignez un désinvestissement des petits bailleurs privés au profit, vous savez, des gros institutionnels? Il semblerait que l'État, et même le ministre du Logement l'a rappelé, que les institutionnels prendraient le pas sur le logement. Écoutez, moi je pense pas que les institutionnels vont acquérir l'ensemble du patrimoine des Français. Les Français sont attachés à leur immobilier, sont attachés à cette valeur qui rassure, et je pense que on ne s'en passera jamais. Par contre, c'est notre détermination de professionnels à accompagner le logement. Je veux dire, aujourd'hui on défend autant nos entreprises que nos clients. Je veux dire, on a besoin de défendre ce parc privé, et la détermination qu'on a vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est de leur mettre en face du pragmatisme et du réalisme. On ne peut pas faire de la démagogie. Que Monsieur le Président de la République n'aime pas l'immobilier, c'est son problème. Nous, on aime l'immobilier, les Français aiment l'immobilier, et on restera auprès d'eux pour arriver à défendre ce patrimoine qui nous est cher. Voilà, ça s'appelle une punchline de conclusion. Merci beaucoup, Olivier Principal. Je rappelle que vous êtes président de la FNAIM du Grand Paris. On peut vous suivre très facilement en vous trouvant notamment sur Internet. Vous restez avec nous, Jean-Marie. Exactement. Et puis à suivre, vous êtes propriétaire, vous avez un locataire et vous découvrez qu'en plus il sous-loue. Que faire? 0826 300 300, vous nous appelez, on va vous mettre en contact avec nos spécialistes. À tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Et on est toujours avec Sylvain Lévy-Valency, Bérénice de Villefloriot, toute l'équipe de Parlons Immo, et on se penche sur les messages qui nous sont laissés au 0826 300 300. Sylvain. Absolument. Et Bérénice, nous avons eu un message sur le répondeur de Sud Radio, qui est un message qui va être adressé certainement à un avocat expert, vous nous dites. Oui, alors c'est Aurélie qui nous a laissé son message. Elle est propriétaire d'un appartement de 35 mètres carrés dans une autre ville, donc à Clermont-Ferrand plus précisément, et elle loue depuis 3 ans maintenant à quelqu'un d'autre, sauf que elle a été alertée dernièrement par ses voisins, par de nombreuses allées et venues dans son appartement, et puis elle a fini par comprendre, bon, elle a enquêté un petit peu, elle a fini par comprendre que son locataire sous-louait l'appartement depuis un certain temps. Alors évidemment, elle n'a pas été prévenue et ça lui plaît pas forcément. Elle se demandait quels étaient les recours possibles et ce qu'elle avait le droit de faire, sachant qu'elle loue son appartement en direct. Elle passe pas par un professionnel pour le louer. Ça, c'est pas bien de se louer, c'est pas bien. Voilà, donc on va accueillir notre expert, c'est Maître Romain Rossi-Landy. Bonjour Maître, vous êtes avocat en droit immobilier. Oui, bonjour. Bonjour, alors vous avez entendu le message d'Aurélie. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent?
Alors, effectivement, la sous-location n'est possible que si on a un accord exprès du bailleur, du propriétaire. Alors, soit c'est prévu directement dans le bail, soit il y a un courrier du bailleur qui dit « j'autorise la sous-location ». À défaut, c'est strictement interdit. Alors moi, effectivement, je vois beaucoup de dossiers comme ça qui ressemblent à ça, et la principale difficulté pour Aurélie, là, pour le bailleur, c'est de prouver la sous-location illégale. Parce que effectivement, parfois, il faut avoir des preuves. Alors là, si j'ai bien compris, c'est les voisins qui l'ont informé, donc il faut absolument qu'elle demande aux voisins de fournir des attestations, des bonnes attestations écrites, conformes au code de procédure civile, avec leur carte d'identité. Il faut probablement essayer d'envoyer un huissier pour qu'il vienne sonner à la porte, constater que c'est pas le locataire en titre qui habite dans l'appartement. Moi, j'ai eu un cas où parfois ils sont pas si malins que ça. Ils avaient mis carrément leur nom sur la boîte aux lettres. Donc, ce n'est pas le nom de la locataire. Donc, forcément, ça a été assez facile de prouver. Et ça, comment ça se passe? On prend en photo, par exemple? Une photo. Alors, un constat d'huissier, sincèrement, c'est quand même ça a plus de preuves, plus de valeur. Alors, il y a parfois des cas où ils sont plus malins que ça. Ils vous disent non, mais pas du tout. Je ne sous-loue pas. J'héberge parce que l'hébergement est autorisé. C'est mon ami, c'est mon cousin. C'est ça. Alors là, c'est plus compliqué. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, il faudrait également démontrer qu'il y a un versement, un prix, qu'il y a paiement d'un prix. Et ça, c'est impossible. Alors, dans ces cas-là, il faut aller chercher sur Internet, sur les plateformes, voir s'il n'y a pas des petites annonces. Et on en trouve toujours. On connaît son bien, le propriétaire, il connaît son bien, il connaît l'adresse du bien. Donc, on finit par y arriver. Et donc, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a la preuve, parce que c'est ça le plus difficile, en fait, c'est vraiment de prouver la sous-location illégale. Mais par contre, une fois qu'on a cette preuve, le bailleur, il a des moyens redoutables d'action. Alors, il faut quand même faire une procédure judiciaire. C'est pas une cause de résiliation de plein droit. On ne peut pas mettre fin au bail parce qu'il y a une sous-location illégale. Il faut le faire constater par le tribunal. Et donc, le bailleur peut agir devant le juge des contentieux de la protection. Donc, c'est le tribunal local, si vous voulez, du lieu de l'immeuble, pour demander à la fois la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en titre et de tous les sous-occupants, sous-locataires qui seraient éventuellement encore dans les lieux. Mais surtout, et c'est ça qui est très dissuasif, croyez-moi, la condamnation du locataire à payer des dommages à intérêts qui peuvent être à la hauteur des sous-loyers qu'il a perçus. D'accord, donc rembourser en fait les sous-loyers qu'il a perçus. Ah oui. Non seulement c'est l'annulité du bail, mais aussi c'est le remboursement des sommes indues. Oui, parce que le propriétaire, en fait, les sous-loyers, c'est les fruits civils, le fructus. Donc le propriétaire peut les réclamer en tant que propriétaire, il y a droit. Et il y a eu une affaire l'année dernière à Paris, qui a été assez retentissante, puisque le locataire, figurez-vous, il louait un studio parisien de 30 mètres carrés, donc avec un loyer, je crois, de 1500, 1600 euros. Et ça faisait pendant 5 ans, il a loué cet appartement, sous-loué cet appartement, sans aucune autorisation du bailleur. Et le tribunal l'a condamné à payer 221 000 euros au titre des sous-loyers qu'il avait perçus sur Airbnb notamment, au bailleur. Et alors, pour la petite histoire, le locataire, non seulement il a touché 221 000 euros, mais en plus, il ne payait pas son loyer principal. Ouais. Donc, il avait aussi une dette. Écoutez, qui tente rien n'a rien, mais en tout cas, à la fin, la loi finit par s'appliquer. Juste une question, Romain Rossilandi, parce que vous dites, les moyens juridiques sont redoutables pour faire expulser le locataire indélicat, mais est-ce que ça prend autant de temps que la procédure pour faire expulser un squatteur tout court? Bah oui. C'est la bonne question et malheureusement, vous le savez, oui, c'est la même procédure. C'est la procédure devant le juge des contentieux de la protection. Alors ça dépend de l'endroit où vous habitez. Je connais pas l'audiencement à Clermont-Ferrand. Mais en moyenne, c'est combien de temps? C'est pour la procédure elle-même, je dirais que c'est 1 an, la procédure judiciaire. Mais par contre, c'est après que ça se gâte. Une fois que vous avez la décision d'expulsion, il faut que le préfet accepte de l'exécuter. C'est toujours ça. Vous savez que c'est mon combat. Moi, depuis toujours, je me bats contre les préfets. Ils veulent pas exécuter les décisions de justice. Ils veulent pas exécuter les décisions d'exécution. Mais vous nous aviez donné un tuyau pour ça. Oui, le tuyau, c'est de faire un recours indemnitaire. Quand vous êtes victime d'un refus de concours de force publique, donc il faut bien comprendre que l'État doit exécuter les décisions de justice, c'est normal. On est dans un état de droit, c'est pas une faculté qu'il a, c'est une obligation. Absolument. Et donc, s'il ne le fait pas, vous déposez un recours indemnitaire et là, l'État va vous payer vos loyers. Et ça fonctionne très très bien. Et on n'est pas obligé de passer par une procédure. En général, on fait des protocoles avec les préfets. Et moi, j'ai beaucoup de dossiers où le loyer se fait... le loyer, c'est pas des loyers, c'est l'indemnité d'occupation est payée par la préfecture. Justement, Romain Rossilandi, on a le président de la CNAIM du Grand Paris sur le sujet, qui connaît forcément très bien. Ça vous évoque quoi, Olivier Principal ?
Ça m'évoque un déséquilibre complet du système judiciaire qui doit être beaucoup plus rapide pour être beaucoup plus percutant. On ne peut pas avoir des propriétaires qui payent un crédit d'un côté et qui attendent leur loyer de l'autre côté et devoir s'empêtrer dans 1 an, 2 ans, 3 ans de procédure. Quand parfois on a même un jugement qui condamne le locataire à payer 50 € par mois pour rembourser la dette et au bout de 3 ans, le solde qui va être plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y a un problème de décorrélation avec la réalité, il faut changer ça. C'est très clair. Voilà, merci beaucoup en tout cas, maître, et je pense qu'on a répondu au problème d'Aurélie. Oui. Donc voilà, se rapprocher en tout cas. Mais le recours indemnitaire, c'est quand même le bon plan. Oui, c'est une très bonne astuce en tout cas pour convaincre le préfet d'accélérer le recours à la force publique. En tout cas, je vous le rappelle, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, propriétaires ou locataires, ou même squatteurs, bon vous n'avez pas le droit, mais on ne sait jamais. 0826 300 300, vous pouvez venir témoigner sur Sud Radio, nous laisser des messages toute la semaine au standard. On vous rappelle, on écoute vos messages, on vous rappelle et on vous met en contact avec des experts comme Romain Rossi-Landy qui était notre invité tout de suite. Allez, on passe au bien coup de cœur maintenant sur Sud Radio. C'est avec Grégoire Darico. Bonjour à vous Grégoire. On voyage toutes les semaines, tous les samedis avec vous sur Sud Radio pour emménager. Vous nous proposez des biens à vendre. On commence par un bien en viager proposé par notre partenaire Viagimo. Effectivement, Jean-Marie, direction la patrie du Vendée Globe, j'ai nommé les Sables d'Olonne. On va à 3 km du centre-ville et de la Grande Plage, dans le quartier Lycée Bleu exactement. Notre bien est une maison de plein pied d'environ 58 mètres carrés située sur un terrain de 327 mètres carrés. La maison est proche de toutes les commodités. Elle a un fort potentiel et elle comprend une entrée, une cuisine, une pièce à vivre, une salle de bain et 2 chambres. Et quelles sont les conditions de ce bien? Parce que je suppose qu'en viager, forcément, on peut l'acheter libre ou occupé. Vous avez tout à fait raison, Sylvain. Il se trouve que notre maison du jour est proposée en viager libre au profit d'un homme de 84 ans et d'une femme de 85 ans. Cela veut donc dire que si vous achetez la maison, le couple en a toujours la libre disposition. Néanmoins, si vous voulez faire un placement intéressant, sachez que le bouquet est de 143 000 € et que la rente viagère mensuelle est de 863 €. Je vous conseille donc de foncer et contacter sans plus attendre l'agence Viagimo des Sables d'Olonne ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr. Et comme chaque semaine, les amis, et d'ailleurs vous pouvez bien évidemment nous téléphoner, Jean-Marie, au 0826 300 300, on fait les biens coup de cœur. Chaque semaine, on vous propose des biens immobiliers, on fait le tour de France. Cette année et cette semaine, vous nous emmenez où, Grégoire? Alors je vous emmène en Nouvelle-Aquitaine, dans une ville dont la gare SNCF a été élue plus belle gare de France. J'ai appris ça en faisant les recherches et je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Oui, de Limoges. Exactement. La gare de Limoges est la plus belle gare de France. Oui, voilà, c'est Amélie Mougeot qui nous écoutait sur Sud Radio. Mais comment, Jean-Marie, vous ne savez pas une chose pareille? Eh bien, écoutez, je le découvre. J'apprends des choses tous les jours. Notre mythe s'effondre, Bérénice. Voilà. Il était au courant de la Première Guerre mondiale et pas de la gare de Limoges, qui est la plus belle gare de France. Parce que le front n'est pas arrivé jusque-là, quoi qu'il en soit. Donc c'est un appartement pour toute la famille que je vous ai dégoté, un T5 de 98 mètres carrés, très bien situé en ville, avec commerce de proximité et transport qui vous emmène en centre-ville en 10 minutes. Vous avez même les hôpitaux, établissements scolaires et universitaires qui sont juste à côté. Notre bien est situé au 8e étage d'un immeuble de 10 étages. L'appartement se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un double séjour donnant sur une loggia, de 3 chambres, 2 salles de bain ainsi que de nombreux rangements. Le tout est très bien orienté, c'est-à-dire sud-sud-ouest. C'est donc un appartement très lumineux. J'ai entendu 8 étages, escalier ou ascenseur. Il y a un ascenseur quand même. Et je me dois de vous dire, pour être tout à fait honnête, que l'appartement aurait besoin d'un petit rafraîchissement. Vu les photos, c'est un peu vieillot, mais justement, cela offre de très nombreuses possibilités. Et l'appartement, justement, est proposé au tarif de 141 700 €. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site de www.expfrance.fr. D'ailleurs, on a une idée, vous savez, pour le déplacement, maintenant, on peut descendre en deltaplane. Ah, c'est formidable, en tout cas. Énergie renouvelable. En plus, ça vous ira très bien, manifestement. En tout cas, il faut le dire, parce que Limoges est une très jolie ville, et donc ça doit être très agréable d'y habiter. Montage financier, comme chaque semaine, les amis, on vous montre comment on peut faire le montage de financement. Donc, comme chaque semaine, on part sur un apport de 10%, soit le minimum recommandé, donc 14 170 €. Un emprunt sur 25 ans à 5%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 745,53 €. Oula. Exactement. Pour un primo-accédant, c'est presque idéal. Tout à fait. Un troisième bien à visiter, Grégoire. Et alors, direction le sud-ouest, toujours pour ce deuxième bien, et
J'ai décidé, encore une fois, de faire plaisir à Jean-Marie. Il faut toujours faire plaisir à Jean-Marie, c'est un saint principe. J'ai une nouvelle colle pour vous, Jean-Marie, parce que si je vous parle de Saint-Étienne. Bizanos, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Beaucoup de choses, mais là pour le coup vous me collez, surtout en fin de matinale. Alors, sachez que c'est la ville de naissance d'un certain Jean-Michel Larquet, le très célèbre Jean-Mimi, Merci. deuxième moitié du duo légendaire avec Thierry Holland, et surtout mythique milieu de terrain et capitaine des Verts de Saint-Étienne de 1966 à 1977. Ça, c'était pour mon cadeau, Jean-Marie. Merci beaucoup pour lui. Je vous en prie, On direction embrasse. Bizanos, donc en banlieue de Pau. Cette fois-ci, je vous propose une maison de 102 mètres carrés à la frontière entre Pau et Bizanos, une demeure de charme située dans un quartier calme avec vue dégagée sur les champs et surtout sur les Pyrénées. Commerce de proximité, accès rapide aux grandes surfaces, notre bien est très bien situé. À l'intérieur, salon, cuisine ouvrable, 4 chambres. Petit détail, la maison a été construite en 3 fois et ça se ressent dans son aménagement. Donc dans la première partie, vous avez 2 chambres avec cheminée, exposées plein sud avec un salon, une 3e chambre qui donne sur le jardin. Dans la deuxième partie, vous avez une cuisine qui peut être ouverte sur le salon et un cellier. Et dans la 3e partie, enfin, vous avez une dernière chambre avec cheminée et une belle vue sur le jardin boisé. Le jardin, d'ailleurs, qui fait 2000 mètres carrés et qui comprend 60 mètres carrés d'abri de stockage. La maison est proposée au tarif de 290 000 €. Plus d'infos sur le site de l'agence ERA. Comment on finance toujours? Alors, toujours avec un apport de 10%, soit 29 000 €, un emprunt à 25 ans à 5%, vous avez des mensualités de remboursement à 1 526 €. Et sans oublier la vue sur les Pyrénées, parce que le Béarn, c'est magnifique. Ça n'a pas de prix. Oui, mais il faut avoir un peu de moyens quand même, 1526 Oui, mais on €. se lève tous les matins, on voit la montagne. Ça se mérite les Pyrénées, chers amis. Merci beaucoup, en tout cas, merci Grégoire Darico, Bérénice Deville-Fleuriot. Merci à vous tous sur Sud Radio et notamment à vous, Sylvain Lévy-Valency. Je rappelle que cette émission sera rediffusée mardi prochain à midi précise sur Radio Imo. On pourra la retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux de Sud Radio, notamment, et de Radio Imo. À bientôt, Sylvain. On parle de quoi samedi prochain? On va parler d'immobilier, bien sûr. Je pense que c'est une bonne idée. Et on va en parler d'ailleurs avec un invité, une personnalité emblématique, c'est David Chouraki, le président de Crédit Agricole Immobilier. Exactement. Voilà. Comme ça, on parlera un peu de financement. C'est important. C'est devenu très difficile de s'offrir un nouveau logement. Je le rappelle, un message. C'est pas David Chouraki. C'est pas grave. Un message 0826 300 300. Vous êtes locataire, propriétaire, vous avez un logement. Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages et comme ça, on vous rappelle toute la semaine pour vous mettre en contact avec nos experts. À bientôt, Sylvain. À bientôt. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.